Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude maintenant, je fais toujours les essais véhicules en deux parties, une partie présentation et une partie essai, au cours de laquelle en fait je vais vous expliquer un peu, vous donner mon ressenti, comment moi j'ai perçu le véhicule, quels ont été les points forts, les points faibles, l'ergonomie au volant, tout simplement en fait vous expliquer un peu, vous détailler tout ce que j'ai pu percevoir pendant les kilomètres, la semaine au cours de laquelle j'ai essayé ce véhicule. Donc aujourd'hui, c'est le XPeng G6. Vous avez pu voir la vidéo de présentation de ce véhicule et il était important pour moi de vous expliquer un peu le ressenti que j'ai pu avoir à son volant. C'est pourquoi je profite de mon trajet retour pour vous expliquer tout cela. Et oui, parce que le but, ce n'est pas de rouler pour rien. Donc pendant qu'on essaye les véhicules, souvent je suis en famille, etc. Donc c'est pas forcément évident de vous faire un débrief. En revanche, lorsque je ramène les véhicules, bien souvent je suis tout seul. Donc je profite à chaque fois de ce trajet retour pour vous débriefer un peu tout ça. Ça permet d'optimiser et surtout de ne pas me dire que je vais aller rouler, consommer pour rien, que ce soit de l'électricité ou du carburant. Première chose concernant ce XPeng G6, c'est finalement sa prise en main qui est plutôt facile. On va dire que on a assez vite le gabarit en main, même si je vous ai dit dans la vidéo de présentation que la lunette arrière, on manquait un peu de visibilité. C'est probablement compensé par le fait qu'on a 11 caméras sur le véhicule. Donc je vous avoue que quand on circule, c'est assez facile parce que dès qu'on met les clignotants, on a la caméra d'angle mort qui s'active, que ce soit à droite ou à gauche. Et surtout, on bénéficie d'une caméra 360 en vue permanente. On appuie sur le petit bouton au niveau de l'écran et on peut avoir la vision de la 360 quasiment de manière permanente. Alors ça se coupe bien évidemment au bout d'un moment, mais on peut appuyer et on l'a à la demande. Donc ça, c'est assez pratique, d'autant que comme je vous dis, moi je trouve qu'on manque un peu de visibilité vers l'arrière. On a des montants à l'arrière qui sont quand même assez larges. On a une lunette arrière qui est toute petite et donc c'est vrai que c'est pas forcément évident en termes de visibilité. Néanmoins, sa prise en main est assez facile, c'est-à-dire que il se roule très bien, l'angle de braquage est très correct. On aurait aimé peut-être un poil plus pour manœuvrer ce type de véhicule, mais néanmoins, il s'en sort quand même assez bien lors de stationnement, de manœuvres et autres. Où j'ai été assez surpris finalement, c'est peut-être sur le confort du XPeng G6. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, je trouve que les sièges sont peut-être pour moi un peu trop mous et qu'il manque légèrement de maintien. On aurait aimé avoir des dossiers peut-être un peu plus enveloppants de manière à être vraiment un peu plus maintenu à l'intérieur des sièges. Mais finalement, tout ça c'est peut-être pour avoir plus de confort parce que, il faut bien le dire, au volant du XPeng G6, on est quand même très confortablement installé. Ce qui est sûr, c'est que on peut faire beaucoup de routes à son volant sans avoir mal au dos, sans avoir quoi que ce soit, puisque comme je vous l'ai montré, tout est réglable et très précisément réglable. Même le réglage des lombaires est très précis. Donc forcément, lorsqu'on roule, on est confortablement installé. Ce qui va nous limiter, ce sera probablement l'autonomie, puisque 435 km d'autonomie WLTP. Alors bien évidemment, le XPeng G6 dispose d'une recharge rapide, pouvant aller jusqu'à 215 kW de prise en charge sur la version standard, sur l'autonomie standard, excusez-moi. Et on est sur finalement une recharge, je vais dire, qui va prendre moins de 20 minutes à peu près pour aller de 20% à 80%. Donc c'est quand même assez rapide. Et ça permet finalement de se dire on va rouler et puis si on a besoin on se chargera. Étant donné que les charges sont rapides, ça pose pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais bon, je sais qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes se posent la question de se dire l'électrique avec l'autonomie, il faut s'arrêter régulièrement, il faut s'arrêter longtemps, ça rallonge les trajets, etc. On voit bien que les constructeurs quand même font pas mal d'efforts là-dessus de manière à améliorer la recharge parce que finalement, et j'en parlais avec un ami, c'est pas forcément l'autonomie qui pose problème, c'est la recharge. Parce qu'aujourd'hui, avoir une voiture thermique un peu sportive ou même quelle qu'elle soit, une petite citadine qui n'a que 30 ou 40 litres de réservoir et donc avec une autonomie peut-être réduite,
Pour autant, ça ne nous pose pas de problème, ça ne nous dérange pas et ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des stations-service un peu partout et donc de mettre du carburant en 2-3 minutes grand maximum et après de reprendre finalement notre parcours, notre trajet et c'est ça qui est très facile. Et donc on a pris l'habitude. J'ai envie de vous dire, c'est presque ce qu'on aimerait à l'électrique, se dire que oui, on n'a peut-être que 300 ou 400 km d'autonomie, mais si demain les recharges étaient de l'ordre de même pas 5 minutes pour avoir cette autonomie-là, eh ben, je pense que ça poserait beaucoup moins de problèmes aux gens. Concernant la tenue de route de ce Xpeng G6, pas vraiment de problème de tenue de route, puisqu'on a une suspension arrière multibras, on a une double triangulation sur l'avant, donc on a une suspension qui est assez précise finalement, et on a un comportement routier qui s'en ressent. C'est-à-dire que le véhicule, même si on est sur un SUV avec une garde au sol assez élevée pour le coup, et même quand on est assis à l'intérieur, on se sent assez haut dans ce G6, on a un comportement routier qui est très acceptable. J'ai envie de vous dire que bon, dès qu'on a une conduite un peu appuyée, on sent qu'on est dans un véhicule électrique avec peut-être un peu plus de roulis que ce qu'on peut avoir sur d'autres véhicules. Mais très honnêtement, je pinaille un peu parce que en conduite totalement normale, et j'ai envie de vous dire c'est presque ce qu'on lui demande, on voit bien les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts de ce côté-là et même les constructeurs chinois, ils améliorent drastiquement leur tenue de route, leur confort et ça se voit, ça se ressent. Donc oui, si on a une conduite un peu appuyée, route de campagne et autres, on va sentir que le G6 prend un peu de roulis. Néanmoins, si je suis très honnête avec vous, en conduite normale de tous les jours, du quotidien, et c'est ce qu'on fait, eh ben, c'est difficile finalement de s'apercevoir qu'il y a du roulis. Si, au moment où on va s'en apercevoir, c'est peut-être si on arrive dans un rond-point avec un peu trop de vitesse. Là, oui, on va sentir que le véhicule prend un peu de roulis. Là, on va sentir qu'on est sur un véhicule électrique avec un petit peu de poids parce que je trouve par contre qu'on ressent un petit peu les 2 tonnes passées sur ce G6. Concernant l'insonorisation de ce G6, lorsque l'on roule, je dois vous dire que ça c'est assez agréable, il est très bien insonorisé et pour cause, je vous l'ai montré dans la présentation, on a quasiment du double vitrage à l'avant. Ce que j'aurais aimé en revanche, c'est d'avoir la même chose à l'arrière parce que oui, ce n'est pas le cas. Le G6 n'a pas de double vitrage sur les vitres arrière et ça c'est quand même dommage. En ce qui concerne le confort à l'arrière, vous avez pu le voir ceux qui nous ont suivis pendant la semaine d'utilisation, eh ben, on a réussi en fait à partir à 5 et donc on a fait des tests avec les 2 ados aux extrémités, le petit au milieu sur le réhausseur, les 2 ados avec un au milieu, un sur le côté, le petit au niveau du réhausseur sur la gauche ou sur la droite. Ça passe, on a de la place. Maintenant, bien évidemment, on est beaucoup plus confortablement installé lorsque l'on est 4, avec 2 personnes à l'arrière sur la banquette avec les petites assises qui sont dessinées. Mais ça passe très bien à 5 et on a vu des véhicules où lorsqu'on était 3 derrière, on était quand même beaucoup plus serré, beaucoup plus étriqué. Or là, sur le G6, on peut tenir à 3 derrière sans vraiment de problème particulier. Concernant la consommation de ce G6, pour vous faire un petit point assez bref, j'ai pas eu vraiment de surprise. Moi, j'essaye toujours de faire mieux que ce qu'annoncent les constructeurs. Bon, là, on le sait, on est sur un véhicule électrique, on sait très bien que les périodes hivernales, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les véhicules électriques. Ça, là-dessus, on le sait très bien. On a des autonomies qui sont légèrement différentes entre ce qui est annoncé et ce qu'on arrive à faire sur ces périodes d'hiver, avec la ventilation en route, avec tout simplement la mise en route des batteries, avec le préchauffage entre guillemets de la batterie, la mise en température de la batterie. Voilà, on sait que ça consomme et donc c'est compliqué d'arriver à tenir finalement une consommation qui soit correcte ou en tout cas qui soit en dessous de ce qui est annoncé par le constructeur. Mais forcément, moi je m'attendais du coup à me dire bon bah si j'arrive pas à faire autant, au moins essayons de faire la même chose et de pas dépasser. Et là ça a été une belle surprise parce que j'ai réussi sur des trajets mixtes, peu importe, on peut faire de l'autoroute, de la campagne, de l'agglo, de la départementale, ce que vous voulez. Sur la moyenne à chaque fois des 100 derniers kilomètres, on est cohérent sur la consommation annoncée par Xpeng, qui est de 17,5 kWh au 100 km.
eh ben, je suis resté dans cette moyenne. C'est-à-dire que quand on fait de l'autoroute, on est un petit peu plus, on est à 18, 18,5. Et lorsqu'on fait de la départementale, eh ben, on est à 16, 16,5. Et donc forcément, on arrive à la moyenne des 17,5. En revanche, quand on fait uniquement de l'agglomération, voilà, si vous achetez ce véhicule et que vous êtes proche agglo et que vous faites du coup que de l'agglo, que des petits trajets, etc., eh ben, ce sera parfait parce que sur les trajets que j'ai fait en agglo, j'ai fait quasiment une dizaine, quinzaine de kilomètres en agglomération. J'ai réussi à descendre à 12,5 kWh. Et donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, forcément, ça nous donne beaucoup plus d'autonomie. Et ça, c'est intéressant. Et lorsque je vous parle de cette consommation, je parle un peu en connaissance de cause. J'ai quand même fait plus de 700 km avec ce G6. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir me rendre compte de cette consommation et surtout de la faire en hiver. Donc j'imagine que sur des périodes printanières, des périodes d'été, etc., on arrive probablement à faire moins que ce qui est annoncé par le constructeur, puisque en période hivernale, avec le chauffage, etc., on arrive à avoir ce que le constructeur nous donne. Donc c'est quasiment sûr que moi, je récupère ce véhicule, je l'ai sur la période printanière. C'est certain, je fais beaucoup moins que ce qu'annonce Xpeng. Et ça, ce sera intéressant de le faire. Concernant la sécurité à bord de ce Xpeng G6, on a vraiment tout un tas d'aides à la conduite. Alors, je vous avoue que je suis un peu partagé sur le bilan que je dois faire de ces aides. Ce que j'aime bien, c'est la caméra avec l'angle mort, hein, c'est-à-dire que quand on met le clignotant, eh ben, on a une caméra qui s'affiche sur l'écran central. Vous le voyez, je mets le clignotant à droite et là, instantanément, on a la caméra qui s'affiche angle mort et c'est quand même assez lisible, assez grand et ça, c'est sympa. Et donc, on a ça disponible, bien évidemment, des deux côtés. Et lorsque le clignotant se coupe, eh ben, la caméra s'éteint toute seule, tout simplement. Ça, c'est vraiment pratique. Je trouve que c'est un vrai gage de sécurité pour moi d'avoir cette caméra d'angle mort. Ça nous permet d'avoir une vraie visibilité. Bien évidemment, on a au niveau du rétroviseur l'alerte d'angle mort, mais j'avoue que d'avoir cette alerte d'angle mort en plus de la caméra, eh ben pour moi, c'est vraiment une sécurité en plus, une information en plus qui est donnée au conducteur et ça, c'est bien. En revanche, là où je suis un petit peu plus partagé, c'est sur l'utilisation du Xpilot. On a le régulateur adaptatif qui est disponible avec le levier, le levier de sélection de vitesse. Il vous suffit quoi? Tout simplement, lorsque vous avez atteint la vitesse à laquelle vous roulez, de rester appuyé en pression sur le bas. Et là, vous allez avoir le petit logo qui se mettra au niveau du combiné d'instruments avec la vitesse qui sera verrouillée en bleu. Et donc, si vous voulez changer cette vitesse, il suffira tout simplement de venir changer au niveau du volant, mettre en incrustation. On va faire une petite démonstration au volant. Donc là, par exemple, vous le voyez, je suis à 100 km/h et si j'actionne ce petit levier, hop, voilà, le caméraman, pas évident de filmer. Et ben voilà, la vitesse est verrouillée en bleu à gauche, donc je dois maintenir les mains sur le volant, donc j'ai bien les mains sur le volant, pas de problème là-dessus. Et donc, la vitesse, on peut tout simplement la régler avec la molette qui est ici. Voilà. Et donc là, on peut venir régler la vitesse. Et là, vous le voyez, la vitesse, elle descend. Et donc, hop, on vient régler tout de suite la vitesse. Alors, il nous dit impossible de ralentir lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée. Pourtant, je ne touche pas la pédale d'accélérateur, donc c'est assez particulier. Mais voilà, on règle la vitesse avec cette petite molette. Et si on veut activer l'alerte de franchissement de ligne avec l'aide au maintien dans la voie, bref, quasiment la conduite autonome, il nous suffit, alors c'est parce que nous on l'a paramétré comme ça, d'appuyer sur cette petite étoile et donc là on aura l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, etc. Bref, la conduite semi-autonome qui se mettra avec le petit logo qu'on a ici. Voilà, et ça affichera sur le combiné d'instruments. Là où ça me pose un problème quand même, c'est sur la gestion du logiciel de cette conduite semi-autonome du Xpilot. Alors, on le sait, Xpeng est une jeune marque quand même, quoi qu'on en dise, et probablement qu'il y aura des améliorations et probablement qu'ils vont apporter des améliorations, ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'à ce jour, je trouve que le logiciel manque légèrement de précision. C'est-à-dire que quand on met la conduite semi-autonome avec l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, et par exemple, des fois, il a du mal à détecter ces lignes. Il a du mal à... Et donc, on a des coups de volant qui nous sont mis, donc c'est assez bizarre. Parce que il détecte pas tout à fait les lignes et donc il nous met des coups de volant, donc ça peut paraître un peu brusque.
En revanche, si on est sur une départementale où c'est vraiment très bien dessiné, que c'est très lisible, très clair au niveau du marquage au sol, là, il n'y a pas de problème. Il va assez facilement trouver sa route, trouver sa ligne. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, moi, sur une départementale, non, sur une nationale, pardon, ça m'est arrivé. Donc, on a une belle voie qui est bien dessinée et ensuite, on arrive légèrement sur une voie où on peut doubler, donc une double voie. Et donc là, il est perdu, il ne sait pas trop où il doit aller. Donc, moi, il m'a fait aller sur la gauche, sur du coup la voie qui servait à doubler et non pas rester sur la droite. Donc ça, c'était un peu particulier. Bien évidemment, ce ne sont que des petites améliorations, c'est du software, donc c'est très facilement gérable pour Xpeng, d'autant que la voiture est connectée en permanence, donc ils n'auront absolument pas de mal à mettre ça à jour très rapidement. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant et ça peut paraître brusque au premier abord quand on n'a pas l'habitude. Autre petit point qui du coup pourrait améliorer la consommation, c'est le frein régénératif. Effectivement, on a plusieurs paliers de frein régénératif. J'ai pas trouvé en fait vraiment soit que ma consommation soit vraiment réduite, soit que mon autonomie augmente ou en tout cas se stabilise grâce au frein régénératif. Pourtant, j'utilise vraiment le frein régénératif. Alors là, effectivement, on n'a pas de palette, on n'a pas quoi que ce soit, donc on ne peut pas le gérer. On doit simplement soit doser sur la pédale de frein, soit avec la X-pédale, lorsqu'on enclenche la X-pédale, gérer juste avec la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire que quand on va légèrement relâcher la pédale d'accélérateur, le véhicule va commencer à freiner et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir doser notre frein régénératif et donc essayer d'augmenter, d'optimiser notre récupération d'énergie. Et ça, c'est vrai que j'aurais aimé un système peut-être un peu plus efficace ou en tout cas qui nous permet de récupérer plus d'énergie. On le voit sur le graphique, on récupère de l'énergie puisqu'on voit que le graphique, la jauge, elle descend, mais néanmoins, elle descend assez rapidement et après, elle remonte tout de suite assez facilement en flèche. On n'a pas quelque chose de linéaire comme ça qui descend et qui remonte progressivement quand on réaccélère. Du coup, c'est pas très efficient sur la récupération d'énergie. En tout cas, moi, c'est mon ressenti sur ce point-là. Après, comme je vous l'ai expliqué, la consommation annoncée, c'est la consommation à peu près qu'on fait. Si on se met en mode dynamique, si on laisse en mode WLTP, je peux vous dire c'est qu'il y a quasiment 20% de delta entre ce que le WLTP nous annonce et ce qu'on fait réellement. Donc ça, il faut quand même faire attention et il faut quand même le savoir. En revanche, des choses auxquelles moi je ne suis pas habitué puisque j'ai pu parler avec des personnes qui m'ont expliqué que sur une autre marque de voiture électrique américaine, pour ne pas la citer, on avait déjà tout ça, c'est-à-dire que la suppression quasiment de toutes les informations au niveau du volant et qu'il soit nécessaire de passer par l'écran central pour gérer un peu le véhicule et gérer ce dont on a besoin. Pareil en ce qui concerne l'entrée du véhicule, c'est-à-dire que là, lorsque vous entrez dans le véhicule, vous déverrouillez le véhicule, vous entrez dans le véhicule et là, il y a tout qui s'allume de manière automatique et vous avez juste à appuyer sur la pédale de frein, mettre en drive et partir. Il n'y a pas de bouton de démarrage. Pareil pour couper le véhicule, vous sortez du véhicule, vous le verrouillez et là, il y a tout qui s'éteint de manière automatique. Alors, bien évidemment, j'ai trouvé quand même la parade. Ici, au plafonnier, on a un petit bouton avec un éclair. Et si on veut ne pas verrouiller le véhicule, mais que tout soit éteint, on appuie 3 fois sur ce petit bouton et le véhicule se coupe tout simplement. Mais c'est vrai que du coup, le bouton de démarrage a tout simplement été supprimé. Parce que si ça a été mis au niveau du plafonnier, c'est pas pour rien. C'est parce que normalement, on n'est pas vraiment censé s'en servir. En revanche, et ça j'aime bien, c'est effectivement il faut passer par l'écran central pour tout gérer, même mettre les anti-brouillards. Et ça, je vous l'ai dit dans la présentation, ça m'a un peu dérangé parce que nous, on a roulé, il y avait du brouillard. Et donc, au début, j'étais là en train de regarder sur le Komodo, mince, il n'y a pas de bouton d'anti-brouillard. Et il a fallu que j'aille chercher dans l'écran l'éclairage et là que j'appuie sur le bouton pour avoir l'anti-brouillard. Ça m'a un peu dérangé. En revanche, et il faut le reconnaître, même s'il y a pas mal de points d'amélioration à revoir, l'écran est très fluide. Le tactile répond ultra rapidement, c'est très fonctionnel et ça pour le coup j'ai envie de vous dire heureusement puisque étant donné que tout passe quasiment par l'écran, imaginez si on avait eu un écran qui soit lent, pas réactif, compliqué, pas intuitif, ça aurait été un peu difficile. Mais là ce n'est pas le cas et il faut le reconnaître, on a un écran qui est très intuitif, très facile, donc lorsqu'on conduit c'est assez facile et assez rapide d'aller chercher ce dont on a besoin. Et finalement, ça compense un peu la suppression des boutons.
Autre petit point d'amélioration concernant, et je reviens dessus, l'assistance à la conduite. Au niveau de l'écran, alors je ne vais pas vous le mettre en incrustation parce que ça n'a pas réellement d'intérêt, c'est juste pour l'information. On le voit au niveau du logiciel, il a quand même du mal sur certains véhicules, c'est-à-dire que lorsque vous roulez, il y a des véhicules qui vont avoir tendance à se chevaucher, des véhicules dont il ne connaît pas trop le gabarit, il les met en camion. Donc ça, c'est pareil, c'est du software, donc c'est très facile d'améliorer, c'est très facile de changer un peu les choses. Mais encore une fois, c'est quand même dommage parce que justement, c'est du software, justement, c'est assez simple entre guillemets, et donc on aurait peut-être aimé ne pas avoir ce genre de petits désagréments au volant de ce G6. Autre point concernant la sécurité, c'est le bruit que fait le G6. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en agglomération à basse vitesse, eh ben, il y a un bruit qui est émis par le véhicule de manière à prévenir les piétons. Et ça, je trouve ça bien parce qu'au moins, les piétons, même si c'est pas très bruyant, ils nous entendent quand même un minimum arriver. En revanche, dès que vous dépassez une certaine vitesse, je n'ai pas retenu quelle vitesse, mais dès que vous dépassez une certaine vitesse, eh ben, il n'y a plus de bruit émis par le véhicule. Donc, on est en total silence. Donc, ça, c'est pas mal. Est-ce que ce G6 est parfait? Non, forcément, il ne l'est pas. En tout cas, pas encore. Mais en même temps, 42 990 €, 255 chevaux, 435 km d'autonomie. J'ai envie de vous dire, à la concurrence à ce prix-là, il n'y a finalement pas grand-chose. Donc, est-ce que ce G6 peut plaire? Bien évidemment, il est très spacieux, il convient aux familles, on a un grand coffre, on a un design qui est quand même sympa avec un esprit un peu sportif sur un SUV coupé. Moi, je vous l'ai dit, ça manque un peu de travail sur le design parce que j'aurais aimé quelque chose peut-être avec des arêtes, peut-être avec quelque chose de plus travaillé. Ce n'est pas forcément le cas ici. Néanmoins, globalement, le design reste quand même très sympa et surtout, à son volant, eh ben, on est bien installé, c'est confortable. Peut-être un peu trop. J'aurais aimé quelque chose de, comme je vous l'ai dit, avoir un peu plus de maintien, mais peut-être que sur les prochaines versions, ça sera le cas. Je ne vous ai pas parlé de la puissance du moteur et pour cause, vous le savez, moi, je n'ai pas utilisé les modes de conduite, j'ai roulé en mode normal ou en mode éco. Voilà, je n'ai absolument pas utilisé le mode sport. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à utiliser le mode sport, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que on le sait, ça consomme énormément d'énergie, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et là, même en mode éco, lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, franchement, ça marche déjà très bien. Donc, pas vraiment d'intérêt d'utiliser le mode sport. En revanche, ce qu'on peut aimer, le mode individuel, pourquoi on peut aimer ce mode-là? Tout simplement parce que moi, j'aime bien la direction quand elle est ferme. Je vous avoue qu'une direction trop souple, ça ne me plaît pas du tout. J'aime bien avoir une direction ferme, précise. Et là, lorsqu'on est en mode individuel, on peut personnaliser la direction assistée. On peut également le faire sur le mode éco, le mode standard. C'est la puissance en fait qu'on ne peut pas gérer sur les différents modes. Mais là, la direction assistée, on peut la gérer. Et moi, j'aime bien mettre une direction un peu sport parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de plus précis, d'un peu plus ferme. Et ça, moi, j'aime bien. Après, les personnes qui aimeront avoir quelque chose de plus souple, il n'y a pas de souci, vous aurez la possibilité assez facilement de mettre en mode confort et donc vous vous retrouverez avec une direction qui est totalement souple, totalement fluide et ça, ça peut plaire au plus grand. Idem pour la gestion concernant la régénération et concernant la pédale de frein, c'est modifiable. Donc la sensation sur la pédale de frein, vous pouvez la mettre en confort, sport ou standard. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Tout simplement le mordant sur les freins au moment où vous allez prendre la pédale des freins, au moment où vous allez exercer la pression sur la pédale de frein, vous allez avoir une pression qui sera plus ou moins élevée lorsque vous allez appuyer sur cette pédale. Donc lorsque vous êtes en mode confort, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement souple, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre beaucoup plus de pression pour vous arrêter. Quand ce sera standard, c'est standard. Et quand c'est sport, là, vous allez avoir une réponse des freins qui sera beaucoup plus brusque. C'est-à-dire que dès que vous allez effleurer les freins, ça va freiner. Et donc, dès que vous allez mettre de la pression sur les freins, forcément, ça va freiner encore plus. Voilà. Il y aura une réponse qui sera beaucoup plus instantanée. Voilà. Si je devais très rapidement vous résumer le G6, je vous dirais que finalement, on a quelque chose de très agréable, très facile à prendre en main, très confortable aussi.
même s'il y aura probablement un temps d'adaptation entre ce qui se passe au niveau de l'écran central et le besoin de repasser par l'écran central pour faire plusieurs actions et la suppression de beaucoup de boutons au niveau du volant et de beaucoup d'informations par la même occasion. Donc ça, ce sera peut-être un petit temps d'adaptation. En revanche, en termes de conduite, ce sera très facile à prendre en main. Il se conduit assez facilement, il est confortable, on a une belle visibilité vers l'avant, un peu moins vers l'arrière, ça je vous l'ai dit. Après, sur la route, pas vraiment de surprise. On a un comportement qui est quand même assez dynamique, sans l'être trop non plus. Dès qu'on appuie un peu, on sent c'est un tout petit peu plus bateau. On sent quand même un peu le poids du véhicule. Mais je vous l'ai dit, en conduite normale, tranquille, familiale du quotidien, c'est très largement suffisant et finalement c'est ce qu'on lui dit. Là où moi ça me pose un problème, ce sera probablement sur les aides à la conduite et la gestion du logiciel qui, à mon sens, a peut-être besoin d'une mise à jour et de quelques corrections. Parce que je ne vais pas vous mentir, on a quelques petites choses qui pour moi ne sont pas tout à fait au point et méritent quelques petits correctifs. Après, c'est vraiment que mon avis, c'est vraiment ce que moi j'ai pu ressentir, mais comme j'ai vu quelques bugs de ce côté-là, je vous le signale tout simplement. Mais encore une fois, c'est du software, donc je sais, j'imagine qu'Xpeng fera probablement le nécessaire très rapidement. Une chose qu'on a aimé à l'intérieur du Xpeng G6, c'est la sono. Pour le coup, le pack sono, je dois vous dire, vous avez vu dans les stories, ma fille s'est fait plaisir. C'est-à-dire que elle a mis la musique, mais vraiment fort, et on a une qualité sonore à l'intérieur du G6 avec plein de possibilités, plein de modules, plein d'informations, plein de réglages possibles. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très sympa. Quand on fait beaucoup de routes et qu'on aime écouter de la musique en voiture, là, franchement, vous pourrez vous faire plaisir à l'intérieur de ce G6. Et ça, c'est sympa. En tout cas, les amis, j'espère que ce petit débrief de l'essai du Xpeng G6 vous aura plu. Moi, j'ai été ravi de pouvoir essayer cette marque-là. Franchement, c'est une marque pour moi qui mérite d'être connue et surtout qui a un énorme potentiel d'amélioration, de belles choses à venir. Et quand je vois ce qu'ils arrivent à nous proposer, alors que c'est une marque toute jeune, j'ai envie de vous dire probablement qu'ils vont nous proposer encore des choses bien meilleures. Et finalement, c'est ça qu'on attend. Merci à Xpeng, bien évidemment, pour la confiance de m'avoir mis à disposition ce G6 que j'ai été ravi d'essayer. J'espère pouvoir essayer le G6 Performance qui a du coup un peu plus d'autonomie et un peu plus de chevaux aussi. J'aimerais bien essayer. Et surtout le G9 également et puis tous les autres véhicules qui viendront par la suite. Je vous dis à très bientôt les amis, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, pour moi ça peut faire toute la différence. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux essais. À très vite.